Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à vue d'ici, on se demande comment nos bâtiments historiques peuvent aider à atténuer la crise du logement. Mais avant tout, en première partie, on parle écriture et art créatif pour lutter contre le racisme et le profilage racial. Restez avec nous car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. C'est toujours un plaisir de vous y retrouver. Pour dénoncer une injustice, il y a toujours plusieurs moyens. Mais l'organisme de Repentigny-Lacaille a décidé de choisir l'écriture et l'art créatif pour lutter contre le racisme et le profilage racial avec le concours Ma plume contre le racisme. Pour en discuter avec nous, nous recevons dans nos studios, pour parler de la 3e édition, M. Jean-Yves Nair-Pierre. Vous êtes président du conseil d'administration de l'organisme Lacaille. Oui. Comment Merci. allez-vous? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. C'est pas la première fois qu'on se voit. Non. Rapidement, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, quelle est la mission de l'organisme Lacaille? Alors, l'organisme Lacaille, c'est un organisme à but non lucratif qui se donne pour mission d'accompagner les personnes racisées, les plus vulnérables, à défendre leurs droits face à l'injustice dont le racisme et le profilage racial. Et depuis quelques années, en fait, depuis 3 ans, vous avez choisi la rédaction, le littéraire... Comme outil. Comme outil. Pourquoi utiliser cet outil particulier-là? Alors, donc, je me rappelle qu'on s'est déjà dit, l'éducation, c'est l'âme la plus puissante pour combattre l'injustice. Alors, nous nous sommes dit, si on veut, je dirais, le mot n'est pas trop fort, déraciner le racisme, il faut aller à la base. Alors, on a choisi l'éducation comme voie pouvant permettre à ce que le racisme soit un bien meilleur mot dans un proche avenir. C'est pourquoi nous avons mis sur pied ce concours Ma plume contre le racisme qui est à sa 3e édition. Alors, à qui s'adressait? Je pense que la 3e édition vient tout juste de se terminer. On donnera quelques détails tantôt. Mais je pense les 2 premières... À qui s'adressait ce concours-là? Alors, donc, les 2 premières éditions étaient faites dans la Naudière. Donc, on avait visé les écoles secondaires, 1er et 2e cycle de la Naudière. La 3e édition, puisque notre vision des choses, c'est que dans un avenir très proche, que ce concours soit à pan-québécois pour arriver à pan-canadien et éventuellement pour faire un concours international. Donc, ce serait une bonne visibilité, une bonne vitrine pour l'art, la littérature, la culture littéraire québécoise. Donc, cette année, nous sommes allés dans la grande région de Montréal. Donc, vous avez englouti Montréal. C'est une toute première. Une grande première étape. Oui. Comment ça s'est passé cette année? Alors, écoutez, c'était au-delà de nos attentes. Nous avons eu 160 participants. Plusieurs écoles ont répondu. Plusieurs écoles ont mis du temps pour que leurs élèves puissent rédiger. Donc, c'était devenu un concours même à l'intérieur des classes. Donc, c'est devenu des compétences d'écriture. Alors, on dit merci à ces écoles-là. Et, parce qu'ils l'ont comme inclus dans leur programme éducatif. Exactement. Donc, c'est tout un travail qui est fait en chaîne avec les personnels de l'école, les enseignants, les parents. Alors, c'est toute une réussite. Nous avons eu 160 participants, 160 jeunes qui se sont donné le temps pour écrire sur un sujet aussi particulier qu'est le racisme. On parlait avant, en pré-entrevue, c'est quand même surprenant avec l'amour qu'ont les jeunes et la technologie. C'était un pari bien risqué tout de même. Écoute, là, c'est pourquoi je dis qu'il y a encore de l'espoir. À une période où la technologie prend toute la place dans nos vies, plus encore dans la vie de nos jeunes, et on voit que des jeunes se sont donné le temps pour écrire des textes aussi sensés, c'est pour nous, il y a de l'espoir. Et je pense que notre pari, on va dire, on l'a gagné, puisque les jeunes, c'est l'espoir de demain. Alors déjà, ils se sont engagés à se mettre debout
pour que le racisme ne soit plus. Vous dites ils se sont engagés par écrit. Oui. Je présume que vous avez pris connaissance de quelques textes. Comment vous avez trouvé les textes? Écoute, alors on a trouvé des jeunes motivés, mobilisés, engagés, mais surtout des jeunes qui ont eu le courage de dénoncer. C'est pas De seulement nommer, de dénoncer. dénoncer. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, nous avons eu des jeunes qui ont écrit des textes assez profonds. Puis, cette année, les membres du jury ont choisi un texte. Ils ont choisi un texte qu'on appelle « Coup de cœur ». Ça va au-delà de tous les autres textes. Okay. C'est-à-dire, il ne fait pas partie d'une catégorie spécifique. Il a touché tout le monde. Il a touché tout le monde. Ils disent « Ah, c'est un texte coup de cœur ». Alors, c'est ça l'espoir qu'on a. Qu'il y ait des jeunes qui écrivent si bien. Donc, je pense que l'avenir est là. Je présume, parce que là, vous dites de propos très intelligents. Assez touchants. Même profonds, avec même des références littéraires. Là, vous me parliez d'un... Oui, d'un texte. Il y a un jeune qui a écrit un texte. Alors, si on se réfère à Émile Zola, qui écrivait « J'accuse ». J'accuse. Puis cette jeune-là, c'est une jeune fille qui a écrit « Je refuse ». Je Wow. refuse que les autres soient traités de façon indifférente. Je refuse de voir l'injustice et de ne pas le nommer. C'est quand même un cri de révolte pour une jeune de cette tranche d'âge-là. Avec une référence littéraire. Assez loin, poussée. assez poussée. Dois... Alors, donc, vous imaginez, il y a un autre jeune qui a écrit un texte sur noir et blanc. Nous sommes tous un, qu'importe la couleur, qu'importe les lieux, nous sommes tous enfants d'une même réalité. Donc, il y a un autre qui a écrit un texte, Briser le cycle de la violence. C'est des textes qui nous interpellent comme adultes d'aujourd'hui et qui disent, OK, ces jeunes-là sont l'avenir de demain et déjà, ils s'en ont conscients que plus d'un parmi eux peuvent être victimes de la discrimination. Et c'est pourquoi j'ai dit, ils se sont engagés à nommer. En disant « je refuse », c'est déjà un geste d'engagement, de dénoncer. Et de reconnaître l'autre aussi. Comment vous pensez que ce concours, là, ça fait 3 ans, ça va bien, 160. Oui. On présume que vous avancez et Oui. Ça va être... Comment cet outil-là peut vraiment, outre sensibiliser les auteurs et les autrices, il faut sensibiliser un peu tout le monde, en quoi cet outil-là et ce concours-là peut faire en sorte qu'il va y avoir un rayonnement Ouais, alors, je crois que ce concours-là, vu son rôle d'éducation, va au-delà du milieu scolaire, puisque les jeunes sont dans des milieux de vie. C'est vrai. Donc, ils sont dans des Et milieux il faut de que vie. ça aille à l'extérieur du scolaire, tout de même. Exactement. Donc, parce que les jeunes, dans leur réflexion, ils vont amener la réflexion dans le milieu familial. Le milieu familial va être, vous dites, un peu sensibilisé à cette réalité-là. Donc, alors, nous, notre objectif, c'est amener tout le monde à en être conscient que nous sommes tous un, dans la même réalité. Ouvrez la discussion. C'est ça ce qu'on veut. Parce que c'est la peur qui fait en sorte que l'autre a peur. Nous avons tous peur l'un de l'autre. Et la peur nous amène vers l'indifférence. Et outre des concours comme ça, des initiatives de d'autres organismes qui accueillent, par exemple, les nouveaux arrivants, que doit-on faire? Que doit-on faire pour en prendre conscience? Au lieu de rester dans notre coin, que devrait-on faire? Comme société, nous avons, puis le Québec, c'est ce qu'il a toujours été, c'est une société accueillante. Nous avons comme devoir, comme société, de dénoncer quand l'injustice se produit à l'égard de l'autre. Nous avons comme ce devoir-là. D'abord, se reconnaître que nous sommes tous un dans la même réalité et dénoncer quand on constate qu'il y a un parmi nous qui oublie cette forme de pensée-là. Donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aller vers l'autre, comme vous l'avez dit. Aller vers l'autre, comprendre l'autre. Et nous avons besoin d'une société où le vivre ensemble a tout son sens. Est-ce que on en discute assez? Est-ce que, vous savez, il y a des journées destinées à telle chose, il y a le mois des Noirs, il y a le mois des... Bon. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la discussion doit vraiment s'entamer? Moi, je pense qu'on a besoin d'en parler au jour le jour. Tous les jours? Du 1er janvier au 31 décembre, puisque c'est ne pas en parler
qui est la responsable de l'ignorance de l'autre. Donc, oui, trouver une période pour en sensibiliser maximum, c'est bon, mais il faut en parler au jour le jour. Il faut que nos actions soient dans la continuité, dans la constance. Et c'est ce que les jeunes viennent nous dire. Et, outre le concours, les jeunes qui vont vers vous, ils expriment quoi? Ils ont peur de quoi? Il y a le concours qui s'est terminé le 29 mars, je pense, oui, là. Oui. Mais il y a tout le reste de l'année. Mais parce que ce qu'on a Il se constaté, passe quoi tout le reste de l'année? Ce qu'on constate, parce que dans le cadre de notre mission au Organisme La Caille, on fait des ateliers dans les écoles. Ce n'est pas seulement le concours, on fait des activités dans les écoles, on fait des forums jeunesse. Donc, mais ce qui est important, c'est qu'on voit que cette réalité-là, la dénonciation, traverse tous les âges et en même temps traverse toutes les réalités culturelles. Donc, parce que c'est pas propre à une... à un élément culturel ou autre. Donc, on voit que la jeunesse, qui est le moteur de la société de demain, se disent, mais celui qui est en face de moi, même si il vient de l'Afrique subsaharienne, il fait partie de nous. Donc, j'ai un devoir... C'est le message vraiment que vous entendez des jeunes, c'est qu'on est tous là-dedans. Parce que le jeune qui évolue aujourd'hui ne fait pas la différence dans son milieu scolaire de l'autre. Donc, parce qu'ils sont maintenant, tous, je présume. Oui, donc ils sont tous ensemble. Et c'est ce qui est beau, c'est que nous avons une panoplie de jeunes qui ont participé de diverses réalités culturelles qui ont pris part à ce concours. Et pour nous, c'est ça qui était le plus important. C'est de dire, nous sommes tous debout par notre engagement pour dénoncer la discrimination et le profilage racial. Pour nous, c'est ça le plus important. C'est le message le plus important. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Une 4e édition? Oui, déjà nous allons faire notre rencontre post-mortem pour évaluer. Mais déjà... Et comment on peut faire pour vous aider? Là, vous avez dit, on aimerait... Lanaudière, c'est bien établi? Oui. Montréal, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on va être sur le web, donc plein de monde va nous regarder. Les écoles, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, là? Alors, donc, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà à la 3e édition. Dans un avenir très proche, l'ensemble des textes seront mis en recueil. En recueil, il va y avoir des recueils, tout ça. Et ensuite, nous avons besoin des parents, nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des membres du jury. Alors, donc, la population en général peuvent nous aider en nous contactant pour nous offrir leur aide à quelque niveau que ce soit. Simplement vous contacter. Oui. Organisme La Caille, c'est à Repentigny. C'est à Repentigny. Vous avez une page web, une page Facebook. Oui. De toute façon, tous nos liens vont être là. Monsieur Pierre, c'est une initiative que j'aime particulièrement. J'ai beaucoup hâte au recueil. Oui. Et vous avez dit que ça va pérenniser les textes. C'est l'objectif. Et c'est une bonne chose. Alors, on se donne rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Alors, merci. Non, merci. Merci à vous. On prend peut-être 20 secondes, puis on se retrouve par la suite. De retour avec vous. La crise du logement et le patrimoine bâti. Je vais être très transparent. J'ai été très surpris lorsque j'ai pris connaissance du prochain sujet. Comment nos bâtiments historiques peuvent aider à atténuer la crise du logement? Or, pour répondre à cette grande question, nous recevons en studio Mme Caroline Fortin. Vous êtes directrice générale et rédactrice en chef du magazine Continuité. Oui. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, vous aussi. Je vous dis, là, je vous l'avoue, je me suis demandé comment ça pourrait se faire, tout ça. Mais avant, Oui. comment l'idée a cheminé pour relier ces deux thèmes-là? Oui, à la base, le magazine Continuité, notre mission, c'est la mise en valeur du patrimoine québécois sous toutes ses formes. Puis on essaie toujours de créer des ponts entre le patrimoine et l'actualité.
OK. Donc, évidemment, là, la crise du logement, c'est un enjeu actuel. Il n'y a pas plus enjeu actuel que ça. Donc, on s'est posé la question, est-ce que le patrimoine ne pourrait pas faire partie des solutions pour créer du logement, mais de manière intelligente et sensée? On discutait tantôt et une autre chose dont j'ai été surpris, il y a beaucoup de bâtiments historiques, au privé ou propriété publique, qui sont vacants. Combien vous avez évalué de En fait, à Montréal, il évalue environ sur les 800 bâtiments vacants, environ 150 qui seraient patrimoniaux. Mais évidemment, on a un problème, c'est qu'il manque de données claires sur le terrain. Donc, c'est un des enjeux, c'est d'aller répertorier ces bâtiments-là. C'est quoi leur potentiel? Est-ce qu'ils pourraient être réutilisés pour des logements? Donc, c'est toutes ces informations-là qui nous manquent, mais ce serait un travail à faire. Un travail à faire, parce que là, il y a des privés qui ont ces bâtiments-là. Il y a du public qui a ces bâtiments-là. Donc, vous nous dites qu'il n'y a aucun inventaire actuellement dont vous pourriez vous servir. Pas de manière précise, non. Et qu'est-ce que ça vous prendrait comme inventaire? Par exemple, là, si, mettons, là, je suis maire de Montréal, puis vous venez dans mon bureau, on a besoin de ça, qu'est-ce que vous auriez besoin, par exemple? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui, en fait, moi, je ne suis pas une spécialiste de la crise du logement, ni même du patrimoine. Je suis que rédactrice en chef de la revue, donc je peux parler de ce qu'on a publié. Mais les intervenants, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont besoin de données pour savoir quel bâtiment pourrait recevoir, par exemple, des logements dans un bâtiment patrimonial, lesquels sont la propriété de l'État, donc ils pourraient faire partie d'un projet. Donc, puis en ce moment, la problématique, c'est que la restauration de bâtiments patrimoniaux sont faits à la pièce. Donc, il n'y a pas de projet global ou de vision globale dans la restauration de patrimoine bâti, en particulier pour la création de logements. Donc, ce serait un projet également à faire. Parce qu'on ne sait pas si ces bâtiments-là sont habitables. Est-ce qu'on a des exemples à Montréal, même ici à la Naudière, où les bâtiments historiques, disons ça comme ça, sont utilisés soit par la population, soit... Il doit y avoir des exemples actuellement. Là. Oui, en fait, un très bon exemple de projet qui fonctionne très bien en ce moment, c'est la Cité des Hospitalières. Okay. Donc, il y a un mouvement, un regroupement qui s'appelle la Cité des Hospitalières en transition. Puis, eux, ce qu'ils font, c'est ils font des projets en ce moment à l'intérieur. C'est de l'occupation transitoire. Donc, c'est des projets qui sont pas permanents, mais ils testent différentes avenues. Okay. Des projets communautaires, des projets avec des organismes. Puis, éventuellement, il y a des chambres dans ce bâtiment-là qui pourraient accueillir du logement, mais il y a beaucoup de contraintes. Par exemple, les codes nationaux du bâtiment sont trop rigides pour accueillir ce type de projet-là en logement. On l'a vu en Europe qu'il y a de l'occupation transitoire qui a généré du logement, mais ici, ça ne s'est pas fait encore. Là. Donc, c'est plus complexe ou qu'est-ce que ça prendrait de la volonté? Oui, en fait, la volonté de la part des élus. Donc, les intervenants ont dit que souvent, les élus étaient plus frileux là, dans les projets qui viendraient générer du logement ou des projets communautaires avec une population plus marginalisée, par exemple. On l'a vu à Paris, ils ont converti un ancien hôpital en logement pour des gens en situation précaire. Donc, c'est le genre de projet qu'on voit en Europe, mais ici, ça ne se fait pas encore pour de l'occupation transitoire dans un bâtiment patrimonial. Donc, c'est tout un champ à développer. Puis c'est ça qui est merveilleux, en fait. Là. On a tout à faire. Là. C'est ça. Est-ce que vous constatez qu'il y a une possibilité là? Oui, définitivement. Quand on parle de bâtiments historiques ou patrimoine bâti ou bâtiment patrimonial, il y a beaucoup de défis. Vous venez d'en nommer un, le Code national du bâtiment, je ne sais pas si je le prononce correctement. Il y a un défi monétaire aussi. Là. Oui, définitivement. C'est sûr que quand on pense à restaurer un bâtiment patrimonial, on fait la différence, nous, dans le milieu, entre la rénovation et la restauration. Okay. Rénover, c'est remettre à neuf, remettre au goût du jour. La restauration, c'est garder l'intégrité patrimoniale et historique du bâtiment. Ça fait peur. Mais en fait, au final, on a une économie
surtout environnementale, parce que, oui, au final, c'est plus payant du côté de l'environnement de partir de ce qui existe déjà que de démolir, qui génère beaucoup de matériaux qui s'en vont finalement comme des déchets, puis de reconstruire, donc matériaux neufs, puis souvent de moins bonne qualité. Tu sais, par exemple, on va démolir un bâtiment patrimonial qui avait des planchers de bois franc, puis une cuisine en bois, puis on va construire quelque chose de neuf avec du plancher flottant, puis des armoires de mélamine, par exemple. Donc, il y a comme toute une perte qui peut être chiffrée, mais il y a aussi toute la perte de l'histoire, du lien avec la communauté. Donc, il y a cette valeur-là aussi là, qu'on perd quand on perd un bâtiment patrimonial. Parce que là, vous parlez de la communauté, ça va prendre une grande participation, oui, des élus, des propriétaires fonciers et donc des citoyens qui vont vouloir... Oui, puis ça existe. On a des exemples qui ont bien réussi. Par exemple, dans une toute petite municipalité, moins de 2000 habitants à Ripon, ils ont réussi à reconvertir un bâtiment patrimonial, un presbytère. Donc, ce presbytère-là qui était inutilisé finalement, bien là, c'est devenu du logement, c'est devenu des espaces communautaires. Donc, même la communauté peut encore y avoir accès parce qu'il y a un café, parce qu'il y a des ateliers d'artistes, il y a des événements. Donc, ça vient créer une cohésion sociale dans le village. Puis en plus, ça crée du logement. Donc, c'est un très, très bon exemple. Ça s'appelle le manoir de Ripon. Un très bel exemple. D'ailleurs, c'est dans votre magasin. On va en parler un petit peu après de votre magazine. La perception qu'on a du patrimoine, souvent, c'est en désuétude et ça coûte une fortune. Ou, comme on le dit, les attentes pour la remise en condition sont élevées. Quelle est notre perception? Est-ce qu'on a une bonne perception de notre patrimoine bâti? Bien, pour moi, qui est dans le milieu, je dirais oui. Oui. Donc, Général, oui, c'est ça, qui travaille avec des spécialistes avec le patrimoine. C'est sûr que nous, on est très optimistes parce qu'on a du beau patrimoine ici au Québec. Puis, c'est sûr qu'il y a toujours des craintes. Puis, c'est toujours ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas. Mais finalement, il y a des outils qui nous aident à restaurer le patrimoine. Puis, ça a tellement une valeur historique qui est riche, puis ça, on ne peut pas le perdre. Tu sais, par exemple, quand on démolit des centres puis des cœurs de village pour en faire, par exemple, des grandes chaînes de restauration, des stationnements, mais là, est-ce qu'on perd de la valeur dans notre village? Oui. On perd beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, au final, on protège un bâtiment ici, un bâtiment là, mais ça crée de la cohésion. Puis souvent, les bâtiments patrimoniaux, par exemple, le presbytère à Ripon, il est au cœur du village. Il y a une architecture qui est intéressante. Il s'inscrit dans l'histoire. C'est près des services. Donc, il y a tout ça qui est à prendre en compte également. Dans le dernier numéro, continuité, c'est depuis 82. Oui. C'est 4 fois par année. Oui. Et donc, dans le dernier du mois de mars, m'avez-vous dit, réinventer le logement, patrimoine. De quoi on y parle autre? Il y a plusieurs articles. Oui. Vous faites un lien, mais de quoi on parle dans ce numéro-là? Oui, dans chaque numéro, on a 2 morceaux. Donc, le premier morceau, c'est le dossier thématique. Cette fois-ci, on explore la crise du logement puis les possibilités du patrimoine. Mais on a aussi le deuxième morceau, ce sont des chroniques non thématiques qui sont écrites par des spécialistes du patrimoine. Donc, on a un nouvel article, en fait, c'est tout nouveau dans ce numéro-ci. Puis, c'est une chronique récurrente qui va toujours revenir là, pour les prochaines fois. Puis, on fait une entrevue avec un spécialiste du patrimoine ou un passionné ou un étudiant. Cette fois-ci, c'est Mathieu Colette, qui est directeur des Forges de Montréal. Puis, c'est un forgeron taillandier. Puis, il a eu la chance de travailler sur la cathédrale Notre-Dame de Paris pour sa reconstruction. Donc, on a partagé notre savoir-faire québécois à Paris. Il a participé, vraiment? Oui, il a partagé son savoir-faire à des artisans européens pour qu'on puisse reconstruire à l'identique. Là, en fait, c'est une reconstitution historique là, de la cathédrale. Est-ce que, je vous ai dit tantôt, est-ce qu'on pense en bien ou... Est-ce qu'on sait tout de notre patrimoine et de nos expertises? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Là. Oui, puis encore plein de choses à découvrir également. Là. C'est quelque chose...
on n'y pense pas, mais le patrimoine est tellement actuel, c'est pour ça que le magazine Continuité est tellement important. Nos lecteurs, ils découvrent des nouvelles choses à tous les 3 mois, là, c'est fantastique. C'est que le patrimoine est actuel, on découvre des nouvelles choses, on continue de faire de la recherche. Puis l'histoire, en fait, c'est tout ce qui a trait à notre passé. Le patrimoine, c'est ce qui nous en reste, puis comment il interagit avec notre quotidien, puis avec notre modernité. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y a une relation avec le patrimoine. Le patrimoine aussi, c'est un peu notre ancrage. Oui, définitivement. Qu'est-ce qui va se passer, là? Vous avez ce numéro particulier-là, Marche, je vous le recommande. Vous allez avoir toutes les données sur le site. Un article, moi, qui m'a surpris. Est-ce qu'il y a des suites? Est-ce qu'il y a des pourparlers? Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent, des élus ou des gens qui s'intéressent, qui vous ont appelé, qui vous ont dit est-ce qu'il y a une suite? Oui, bien en fait, on a plusieurs numéros qui s'en viennent. On va avoir cet été patrimoine industriel, puis on va le faire avec l'Association québécoise du patrimoine industriel. Donc, c'est une collaboration. On va avoir cet automne patrimoine olfactif, donc tout ce qui est mémoire, odeur et tout ça. Mais l'hiver dernier, on a eu une collaboration avec Kim Thuy, donc l'autrice là, très, très reconnue. On a eu une collaboration avec Claudia Larochelle aussi, là, chroniqueuse, autrice et tout ça. Puis Pierre Thibault, le célèbre architecte. Donc, évidemment, là, Continuité est dans un envol, puis ça se passe très, très bien. Là. On a de plus en plus d'intérêt. Vous avez beaucoup d'intérêt, et je commence à en avoir beaucoup. Est-ce que c'est l'intérêt qu'on porte au bâtiment est-il nouveau? Même si votre revue date de 82, l'intérêt qu'il lève, peut-être ça lève à cause de la crise du logement, mais l'intérêt qu'il lève, est-ce que c'est nouveau pour nous ou on a toujours été attachés à notre patrimoine, de votre expérience? Oui, bien... Rapidement. Je crois que oui. Par exemple, dans le magazine, on parle de Milton Park, qui est un quartier résidentiel à Montréal. Puis, il a failli être démoli, là. Puis, il y a eu un engagement citoyen monstre qui a fait en sorte que ça l'a préservé. Oui, c'est ça, parce que ça allait devenir un centre commercial, des condos de luxe, etc. Mais sauf que ça l'a conservé tout le quartier en entier. Puis là, aujourd'hui, il y a un regroupement citoyen qui veille à la protection, puis qui se regroupe, qui font des actions de communauté. Caroline, merci. On va lire ça. Continuité, le patrimoine. Merci beaucoup. Merci. On se dit à la semaine prochaine pour 2 sujets tout aussi intéressants. Merci à Régie. Merci en studio. Merci à vous et on se revoit.